J'ai emprunté ce véhicule à mon beau-frère préféré. C'est le meilleur beau-frère au monde. Parlant de ce super écran, il est super facile à atteindre, mais comme vous voyez, j'y touche et il se passe absolument rien. Probablement le plus dynamique à conduire. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Mazda CX-5. Le Mazda CX-5 est arrivé en 2013 au Québec. C'est un utilitaire sport compact qui est conçu pour rivaliser avec le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Nissan Rogue, le Mitsubishi Outlander. Bref, des grands noms d'une catégorie extrêmement populaire. En 2018, Mazda arrive avec la deuxième génération du CX-5 qui arrive avec un design plus accrocheur et qui va connaître un énorme succès et qui va même continuer encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, à avoir un énorme succès malgré l'arrivée du CX-50 chez Mazda, qui est un autre utilitaire compact qui vient lui-même concurrencer le CX-5. Ici, on a un 2022. Là, vous allez me dire, c'est pas un 2023, mais c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a une couleur de plus au catalogue. Et on a la version GS avec le pack Luxury, qui est la version la plus vendue du véhicule. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour d'horizon du véhicule. Je vais vous le présenter, vous donner ses forces, ses faiblesses. Et ensuite, on va le conduire. Et à la fin, on va s'asseoir et on va parler prix. J'ai emprunté ce véhicule à mon beau-frère préféré. C'est le meilleur beau-frère au monde. Et si vous aimeriez voir votre véhicule dans une de nos vidéos, écrivez-nous à l'adresse courriel en bas ou sinon sur Messenger via notre page Facebook CarPop QC. Et ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Cadillac Catera, c'est sûr que je vais pointer chez vous pour essayer cette horreur de l'automobile. Donc, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Donc, débutons par parler de l'extérieur. Le CX-5 a la même approche design que le reste des produits Mazda et c'est une approche assez unique en termes de design. À l'avant, on a un capot plongeant qui vient donner un look sportif avec des phares élancés qui nous donnent une impression que le véhicule continue de rouler. On a une très grosse calandre qui est prête à manger des mouches et qui donne encore une fois un look sportif. Et ensuite, on a un pare-choc qui est tout simplement épuré, pas de grosses lignes de fou, etc., etc. Et ça vient encore une fois mettre en valeur le design du véhicule. Et finalement, dans le bas du pare-choc, on a un plastique noir qui vient protéger le bas du pare-choc et qui vient donner un look un peu plus utilitaire au véhicule. Et on ne peut pas parler du design Mazda sans parler de leur nouvelle couleur rouge qui est absolument incroyable. Il y a des reflets or dedans, c'est vraiment joli. Mais comme vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est seulement celui de mon beau-frère qui fait ça, mais le véhicule a 17 000 km et regardez-moi ça! En plus, c'est un véhicule qui ne roule pas dans les tempêtes de neige puisque mon beau-frère préféré se retrouve en télétravail et il y a des stone chips vraiment partout. C'est immanquable. La peinture n'a pas su résister et c'est pas juste sur le capot, ça continue ici. Vraiment, le véhicule a été poivré et il n'a que 17 000 km. Sur le côté du CX-5, on a plutôt misé sur l'élégance. On a une ligne très simple, très légère, très épurée, avec beaucoup de chrome. On a les barres de toit chromées, on a les moulures autour des fenêtres qui sont chromées. Et on a dans le bas de caisse un plastique noir, encore une fois, qui vient protéger. À mon goût personnel, j'aimerais mieux avoir le plastique noir de la même couleur que le reste de la carrosserie. Sinon, à l'arrière, on a un très gros pilier C. On va y revenir tantôt à ça. Et ça vient donner un petit peu de dynamisme à la ligne. Et c'est vraiment réussi. Parlons de pneus roues. Sur le CX-5 régulier, on a du 18 pouces. Mais ici, on a le pack Luxury. Donc, on a du 225 55 R19. C'est une dimension qui n'est pas commune. Et résultat, ça coûte assez cher à remplacer. On parle d'environ 300 $ par pneu. C'est très dispendieux. Surtout pour un véhicule entrée de gamme. Ça veut dire 1 200 $ pour 4 pneus. À l'arrière, je viens de faire laver le char. Il est déjà sale. J'ai une malédiction. Une malédiction. Je sais pas. Donc, on a un petit becquet très joli, mais très petit. C'est assez surprenant. Et ensuite, on a une ligne plongeante du coffre qui est assez jolie, mais elle n'est pas trop plongeante pour maximiser l'espace intérieur. Ensuite,
on a des phares arrière qui ont un look élancé. C'est très joli, c'est très dynamique encore une fois. Et finalement, on a le pare-choc qui est bien intégré. C'est très joli. Et le bas du pare-choc noir pour venir protéger la carrosserie. Encore une fois, la ligne du CX-5 est très jolie. Parlons espace cargo maintenant. Là-dessus, Mazda perd des points. Avec les sièges levés, on a 875 litres, ce qui est environ 100 litres de moins que la moyenne de la catégorie. Et là-dessus, Mazda a manqué son coup. La valise est un petit peu plus courte que la moyenne et ça paraît, ça vient vraiment limiter l'espace cargo. Et une fois les sièges baissés, on a environ 1687 litres d'espace cargo, soit environ 2 à 300 litres de moins que la moyenne de la catégorie. Et c'est vraiment là que Mazda perd des plumes, à mon avis. L'espace cargo est vraiment restreint et il semblerait que ce soit quelque chose qu'ils aient corrigé dans le CX-50, quoique les données en litres sont assez similaires, merci. Parlons au siège arrière maintenant avec le CX-5. L'espace pour rentrer est un peu juste. Une fois assis à bord, je suis très confortable, la banquette est confortable et j'ai de l'espace pour ma tête. Par contre, l'espace pour les jambes est moindre que les rivales dans la catégorie. C'est tolérable, un adulte va pouvoir quand même s'asseoir et quand même faire une bonne distance, mais on aimerait ça avoir un peu plus de place pour bouger. Les sièges arrière sont en simili-cuir avec un genre de faux Alcantara au milieu. C'est vraiment confortable et vraiment réussi. À l'arrière maintenant, on n'a pas grand-chose vraiment. Niveau équipement, on a juste 2 bouches d'aération qui viennent avec le pack Luxury et une fenêtre électrique. Par contre, la qualité des matériaux et de fabrication à l'arrière du CX-5, c'est vraiment réussi. On a un genre de faux cuir partout avec une belle piqûre, un beau plastique de qualité et encore une fois, du faux cuir. Vraiment, c'est réussi. Même chose pour l'arrière du banc qui vient aussi avec un genre de petit pouch. C'est vraiment réussi et c'est vraiment un endroit où le CX-5 se démarque de la compétition, son habitacle. La présentation intérieure est vraiment réussie. La qualité de fabrication et des matériaux est exemplaire, c'est supérieur à la moyenne de la catégorie et c'est là-dessus que Mazda se démarque, un intérieur cossu dans un véhicule entrée de gamme. À l'intérieur du CX-5 maintenant, on a des poignées en métal, on a une moulure de métal ici qui vient au centre et on a un genre de plastique qui vient mettre en valeur ce métal. C'est vraiment réussi. Et le tableau de bord est recouvert d'un genre de Softex. C'est vraiment réussi. C'est vraiment agréable pour un véhicule entrée de gamme. Et comme à l'arrière, les bancs sont en simili-cuir avec un genre d'Alcantara au milieu. Super confortable et super joli. Encore une fois, Mazda, vous vous démarquez vraiment ici. Le volant est vraiment joli. C'est vraiment réussi. On a un volant recouvert de cuir. C'est très joli. En plus, il est chauffant. Les boutons sont bien placés. Le tableau de bord est très joli. On a des cadrans analogues. Mais par contre, il n'y a aucune configuration possible. On a juste une boussole, l'autonomie qui nous reste, le kilométrage. On ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer les menus. On a aussi des informations pour le cruise adaptatif, mais on ne peut rien changer. On ne peut pas avoir la navigation, on ne peut pas avoir d'autres informations sur le véhicule, peu importe. C'est impossible de les avoir dans le tableau de bord et je crois que Mazda se tire dans le pied là-dessus. C'est vraiment en retrait par rapport à la compétition. Pour avoir accès aux fonctions qui nous manquent, il faut utiliser le système d'infodivertissement et aller dans Informations où on peut avoir un moniteur de rendement de carburant, surveillance de l'état de véhicule, des choses comme ça. Mais on n'a pas accès à ça dans le tableau de bord et ça fait vraiment dur là-dessus, franchement. On est rendu en 2023, ce serait le fun d'une petite mise à jour. Parlant de ce super écran, il est super facile à atteindre, mais comme vous voyez, j'y touche et il se passe absolument rien parce que Mazda est encore boqué avec son système d'infodivertissement où on doit utiliser cette roulette en aluminium qui est vraiment agréable au toucher. Ça, on n'y enlèvera pas ça, mais c'est assez obsolète. Donc, on navigue en utilisant la roulette, on la tourne et on se promène. On appuie si on veut rentrer dans les menus. Si on veut aller dans la musique, on pèse sur le bouton là, maison là, navigation là. Et pour ajuster le volume, c'est ici, mais c'est vraiment obsolète comme système. Et quand on sait que Nissan place son écran à peu près là, à portée de main, et que c'est à mon avis ergonomiquement le meilleur système d'infodivertissement qui existe, ça serait vraiment le fun que Mazda arrive avec un écran tactile et tout le monde lui reproche. Et Mazda continue avec ce système d'infodivertissement qui commence vraiment à dater. Et parlant du système d'infodivertissement, on a la navigation, on pèse là-dessus. Et on nous dit que la navigation est indisponible, qu'il faut la carte SD. Franchement, mettez-le pas, c'est excessivement fâchant.
Mazda, encore une fois, là-dessus, vous ne l'avez pas eu. En dessous, on a des bouches d'aération et en dessous de ça, on a la climatisation qui est, à mon avis, trop basse. On perd les yeux de la route et il faut vraiment la regarder pour l'ajuster. Donc, il faut l'ajuster avant de partir. Et franchement, là-dessus, encore une fois, Mazda, je crois que vous êtes dû pour une petite mise à jour au niveau ergonomie de vos systèmes dans le véhicule. On a un espace de rangement sous la climatisation et on a un superbe levier de vitesse, encore une fois gainé d'un genre de simili-cuir, entouré de piano black plastic, donc un plastique avec un effet bois de piano. Et c'est vraiment joli. Et tout ce qui est bouton dans l'habitacle et roulette d'utilisation, comme j'ai dit plus tôt, le feeling est vraiment bon, ça feel haut de gamme. Sous le capot du CX-5, on trouve deux moteurs 4 cylindres. Le premier, c'est celui qu'on a ici et c'est le plus répandu. C'est le 4 cylindres 2.5 de 187 chevaux, 186 livres-pieds de couple. En option, on a un autre 4 cylindres 2.5 litres, mais cette fois-ci turbo, qui développe 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple au 87 octanes. Mais si vous mettez de l'essence 91 dans ce moteur turbo, vous tombez à 256 chevaux et 320 livres-pieds de couple. Des chiffres extrêmement élevés pour un VUS compact. Tous ces moteurs sont reliés à une transmission 6 vitesses qui commence à faire son temps un peu. La compétition est rendue avec 17, 8 et 9 rapports. Et tous ces moteurs sont équipés de la désactivation des cylindres. Dans le cas de notre moteur ici, avec la désactivation des cylindres, vous allez faire en moyenne 9,4 litres au 100 km, ce qui est excellent. Et dans le cas du moteur turbo, vous allez vous tenir dans environ 10,5 litres au 100, ce qui est un peu moins bon, mais compte tenu de la puissance qu'on a, c'est très bon aussi. Tous les CX-5 ont des freins à disque aux 4 roues, une suspension indépendante aux 4 roues, et ils sont désormais tous offerts seulement avec la traction intégrale, un must au Québec. Conduire le CX-5 GS. Commençons par la visibilité. La visibilité à l'avant m'a surpris pour un Mazda. Elle est excellente latéralement. Côté chauffeur, ça va. Côté passager, l'intérieur de la porte est un peu haut. Il faut faire attention à ce qu'il y a à notre côté passager. Les angles morts sont énormes comme tous les produits Mazda. C'est vraiment une lacune chez Mazda, la visibilité à l'arrière. C'est pas vraiment super. Point fort du véhicule, l'insonorisation supérieure à la moyenne de la catégorie. Vraiment là-dessus, très bien insonorisé. On frôle le haut de gamme encore une fois sur l'insonorisation. Vraiment rien à dire là-dessus. C'est fantastique. Parlons châssis et direction maintenant. La direction est très dynamique, très précise, vraiment très agréable. Ça lui permet vraiment de se démarquer dans la catégorie des VUS compacts. Vraiment là-dessus, c'est probablement le plus dynamique à conduire. J'ai pas encore essayé le CX-50, mais je m'attends aussi à ce que le CX-50 soit dans ce calibre-là. Suspension ferme, mais confortable. Par contre, quand les routes deviennent canteuses, ça sautille un peu, mais la tenue de route est vraiment agréable. Vraiment, on a quelque chose qui a un peu plus de dynamisme que la moyenne de la catégorie. En fait, c'est pas mal le plus dynamique de la catégorie. Sauf peut-être le CX-50, comme j'ai dit, je l'ai pas essayé. Et c'est vraiment intéressant là-dessus. Mazda score beaucoup de points à ce niveau-là. On a une expérience de conduite qui est plus engageante que la moyenne. En même temps, il ne faut pas non plus virer sur le camp. Ça reste un VUS compact entrée de gamme. C'est pas ce qui est le plus engageant à conduire, mais c'est pas mal le plus engageant à conduire de la catégorie. Côté accélération, pour la vie de tous les jours, on n'a pas de problème. La mécanique fait un bon boulot. La transmission 6 vitesses travaille bien. Par contre, on va faire une accélération. Ouais, ça manque un peu de pep, mettons. En vive accélération, le pied au fond. C'est là qu'on réalise les lacunes de la transmission 6 vitesses, vraiment par rapport à une voiture moderne, par rapport à la compétition qui ont des 8 vitesses ou des CVT, c'est beaucoup moins réactif. C'est pas un véhicule qui est très rapide et le véhicule reste en vitesse et garde son RPM longtemps. On aimerait ça que le véhicule puisse rétrograder pour accélérer plus. Sinon, les temps d'accélération sont suffisants, mais on voit que le véhicule serait capable d'aller chercher plus si on pouvait rétrograder et aller chercher plus de régime moteur avec le véhicule.
Au final, niveau conduite, le CX-5 se démarque par un dynamisme qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de la catégorie. Sans pour autant sacrifier le confort, ça reste un véhicule qui est assez confortable et, comme j'ai dit, extrêmement bien insonorisé. Et c'est un des éléments qui lui permettent d'être encore très compétitif aujourd'hui et d'afficher des excellents chiffres de vente encore aujourd'hui. Donc maintenant, parlons prix. Le CX-5 GS avec le groupe Luxury, lorsqu'on ajoute les taxes et les frais de transport, on est à 45 000 $. Et c'est, à mon avis, un bon prix, puisque quand on le compare avec la compétition, le RAV4 XLE et le CR-V LX, on est dans ces eaux-là à plus ou moins une centaine de dollars. Donc, on est vraiment compétitif à ce niveau-là. Maintenant, ceci dit, ces deux véhicules que je viens de nommer là, le RAV4 et le CR-V, sont plus pratiques que le CX-5, sont plus spacieux, sont plus accommodants pour une famille. Par contre, la finition n'est pas au même niveau. Le Mazda est mieux fini. Et aussi au niveau technologie, c'est-à-dire système d'infodivertissement, à mon avis, le RAV4 et le CR-V ont vraiment un meilleur système que le maudit affaire de Mazda qui se débarrasse pas. Au final, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si vous cherchez un habitat cossu, allez pour un CX-5. Si vous recherchez vraiment le côté pratique, allez pour un RAV4 ou un CR-V. Et c'est ça qui est particulier dans cette catégorie-là, c'est que tous les véhicules, au final, ont leurs petits points forts, leurs petits points faibles, qui font qu'ils sont pas mal tous, on pourrait dire, égales. Un a tel avantage, l'autre a tel autre, mais il y a tel inconvénient, tel inconvénient. Donc, c'est ça qui est la particularité de la catégorie des VUS compact en ce moment. Il n'y en a pas vraiment de mauvais, à quelques exceptions près. Donc, au final, le CX-5, c'est pas un mauvais choix du tout. Même s'il commence à être âgé, il a encore sa place dans la catégorie et se démarque encore. Maintenant, la question qui tue, est-ce que je prendrais un CX-5 ou un CX-50? Le CX-50, pour le même équipement, il est 1500 $ de plus. J'ai pas pu l'essayer, mais même si les chiffres en termes d'espace cargo sont similaires, il a l'air d'être plus spacieux pour les passagers et j'irais probablement pour le CX-50 à cause de ça. Aussi, je trouve que le style CX-50 est plus réussi que celui du CX-5 et il me rejoint plus côté style, mais le style est subjectif. Donc, en gros, le CX-5, je vous le recommande. C'est un bon véhicule. Il a encore sa place sur le marché. Il y a quelques petits accros, mais il y a aussi des grandes forces qui font qu'il réussit à se démarquer. Et en gros, ben, si vous voulez un CX-5, vous ne vous trompez pas. Le CX-5 est un bon choix.